cumulus seront plus gros, notamment sur les Pyrénées, les Alpes ou le Jura, où une averse sera possible. Mais dans l'après-midi, c'est une chaleur bien agréable qui baignera notre pays, de 24 à 27 degrés au nord, 28 à 32 degrés au sud, 30 degrés prévus à Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Demain sera à nouveau une belle journée estivale et peut-être même plus chaude puisqu'on attend jusqu'à 34 degrés dans le sud-ouest. Il faudra bien en profiter puisque les orages seront déjà de retour mercredi sur la moitié nord. Eh bien, merci quand même, Rémi André. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que, comme tous les jours, vous allez découvrir dans quelques instants. Vous êtes un enfant de la radio qui a moralement conservé plus que jamais l'âme de ses très jeunes années. Vous êtes un homme tellement libre qu'à la télévision, vous n'avez jamais été longtemps attaché à une chaîne. Vous animez sur YouTube une émission où l'invité peut s'exprimer longuement sans être agressé en permanence. C'est dire si vous êtes le bienvenu dans ces clés d'une vie où l'on applique la même règle en parlant vrai, comme vous. Bonjour Guillaume Pley. Bonjour Jacques, merci de m'inviter. C'est une joie parce que finalement, tous les jeunes vous connaissent à travers ce que vous avez fait à la radio, à travers YouTube, et vous avez un parcours étonnant. En ce moment, vous êtes sur YouTube avec une émission hebdomadaire, le QG, dont on va reparler tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter, à travers des dates clés, raconter votre parcours, celle d'un passionné de la radio en particulier. Alors, la première date que j'ai trouvée, Guillaume Pley, c'est le 12 mars 2005. Alors, ça vous dira peut-être rien. 12 mars 2005 Non, ça me dit rien. Une rencontre de hockey sur glace entre Montpellier et Strasbourg. Et c'est un de vos premiers commentaires. Ah oui, oh là là, exactement. C'était la première fois que j'animais un événement. Exactement. Je faisais une école de radio à Montpellier pour apprendre mon métier pendant une saison. Je ne suis pas resté très longtemps dans cette école d'ailleurs. Et j'ai rencontré des gens dans la ville, parce qu'il y a une activité locale dans chaque ville du sud et du nord d'ailleurs. Et j'ai rencontré un gars qui me dit: est-ce que tu veux animer la rencontre de hockey? Alors moi j'étais partant pour tout faire au début pour apprendre le métier. Et je me retrouve au milieu de cette immense patinoire à Montpellier avec un gros match de hockey. Je ne sais plus quelle équipe d'ailleurs c'était. C'était Montpellier et Strasbourg. Montpellier-Strasbourg, d'accord. Et donc j'ai commencé à animer et je me suis un peu senti pousser des ailes. Il y avait mes parents qui étaient dans la salle. Enfin, c'est comme un mini-stade en fait, une grosse patinoire comme ça. Et j'ai commencé à vouloir faire une hola. Et il n'y a personne qui m'a suivi. Voilà. Ça, c'est déprimant. Ah, c'est l'enfer. Voilà. Et donc, du coup, allez, on y va, 3, 2, 1. Et là, je suis tout seul au milieu de la patinoire. Mais vraiment seul au monde. Et je me retrouve à faire une hola tout seul. Et mon père, gentil comme tout, au milieu des gradins, se lève seul. Et je dis, bon, c'est pas grave. Et du coup, je me dis, bon, moi, je me suis tapé la honte, c'est pas grave. Et j'ai trouvé un truc, j'ai dit, écoutez, si vous voulez pas vous lever, c'est pas grave, mais tant pis, Montpellier va perdre aujourd'hui. Et là, je me fais huer. Et je dis, alors, à moins qu'on fasse une vraie belle hola pour les encourager, ils nous regardent des coulisses, 3, 2, 1. Et là, tout le monde s'est levé. Et j'ai rattrapé le coup comme ça, mais c'était pas la meilleure expérience de ma vie professionnelle. J'imagine. Alors, vous étiez à l'époque sur Radio Clapas, qui est une radio, ça veut dire tas de pierre en occitan. C'est une radio qui a longtemps été interdite. Je savais pas. Elle a été, ça veut dire tas de pierre et Montpellier. Ah, d'accord. Voilà, comme Montpellier. D'accord. Et donc, elle a longtemps été dans une cave interdite. Elle a été aussi dans une voiture qui se baladait dans les rues parce que la police ne pouvait pas la trouver. Ah, c'était les radios pirates à l'époque. Au départ, c'était une radio pirate, Radio Clapas. Et il y y avait une camionnette, une Renault 12 verte qui déambulait dans les rues avec l'émetteur. Ah, c'est rigolo. Non, je savais pas ça. Moi, c'était une radio qui était pas très loin de chez moi à Montpellier, pareil, durant cette année d'études. Et je suis allé les voir et c'est la seule radio qui m'a ouvert gentiment ses portes. Je me suis amusé à faire l'habillage, les pubs, les écrans, etc. Ça m'a permis de bien travailler à l'école, parce qu'on avait un studio, pour fournir des choses qui étaient diffusées après. Voilà. Alors, Guillaume Pley, vous êtes né en Seine-Maritime, à Sainte-Adresse, qui a été durant la Première Guerre mondiale la capitale de la Belgique, curieusement. C'est vrai ? Oui. La capitale de la Belgique ? Bien sûr. Non, c'est pas vrai. Si. Alors, je vais dire ça avec Jimmy Labeu, mon co-animateur, qui est belge. Aujourd'hui, je savais pas. Voilà. Et en même temps, c'est pas lié à une sainte, cette ville, c'est lié à un repère pour les marins. Car l'adresse, c'était les repères pour les marins. Mais c'est super intéressant cette émission. Je vais revenir tous les jours parce qu'on apprend plein de trucs, c'est super bien. Donc pourquoi Sainte-Adresse? Vos parents étaient là-bas? Mes parents mon père gérait des supermarchés qui fonctionnaient pas très bien. On y était pendant 6 mois, 1 an, histoire de mon père les remontait un petit peu. Il essayait en tout cas de faire du mieux qu'il pouvait. Et après, dès que ça marchait un peu mieux, on redéménageait. Et c'était les Intermarchés, je crois, ou Auchan. Enfin, mon père a fait un peu les deux. Et on passait de ville en ville. Et ça m'a fait déménager 14 fois en 15 ans.
Ah, quand même. Ouais. Il y a eu Perpignan aussi. Il y a eu Perpignan, alors ça c'est le divorce de mes parents, je suis parti dans la maison de vacances qui était là-bas. J'ai eu de la chance qu'ils aient une petite maison de vacances, donc on a vécu dans la petite maisonnette de vacances au soleil, voilà, c'était très bien. Et puis alors il y a eu le bac qui s'est passé miraculeusement parce que vous n'étiez pas un très bon élève. Et J'étais surtout, pas un très bon élève, non. et surtout l'oral qui a été un déclic pour vous, Guillaume Play. Alors en fait, effectivement, j'étais parti pour faire une école de commerce et j'ai eu 19 à l'oral. Il fallait vendre un gâteau, un produit local, pardon. Il fallait vendre quelque chose. Et je passe dans un magasin et je vois des zézettes de 7. Ça s'appelle CA7, donc j'étais à Montpellier, c'est juste à côté. Et c'était des petits gâteaux un peu longs avec du sucre dessus, quoi, voilà. Et en fait, je leur ai plus fait un sketch finalement qu'autre chose. Et j'ai pris les gâteaux, je leur ai fait sentir, je leur ai dit mais sentez-moi ça, regardez, écoutez, je leur ai cassé dans l'oreille le gâteau pour qu'ils entendent le bruit. Et ils rigolaient beaucoup. Je me suis dit, je vais me prendre une sale note, mais bon, quitte à y aller, autant y aller fort. Et finalement, ça les a fait rire. Ils m'ont dit, écoute, on te met 19, mais surtout, fais autre chose, tu vas t'ennuyer en commerce. Et ça a été un déclic. Le soir, je suis rentré chez moi et je suis tombé sur une émission de Coé à l'époque. Oui. Et pour un mec de 15-16 ans comme moi à l'époque, je me suis dit, putain, le gars a l'air de bien s'amuser dans son métier. Je vais essayer de faire un métier où je m'amuse beaucoup aussi, pourquoi pas. Et j'ai regardé sur Internet à l'époque le parcours de tous ces animateurs de la rue, Coé, etc., etc. Et en me disant, tiens, comment ils ont fait pour en arriver là? Parce que j'avais aucun contact, hein, j'étais à Perpignan tout seul avec mes parents. Et j'ai vu qu'ils avaient fait certains des écoles, certains pas. Et ça m'a décidé. Et le lendemain, par hasard, j'ai visité un studio de radio qui s'appelait Radio Littoral, qui était à côté de Perpignan. Et du coup, je suis tombé complètement amoureux de ce média et je me suis lancé dans une école de radio le lendemain. Et je crois que le prospectus, vous l'avez trouvé dans un salon de l'étudiant, Guillaume Play. Exactement. C'était le Corum à Montpellier. C'est comme le Forum, mais qui allait être C pour les écoles de commerce. Le Corum de Montpellier. Et effectivement, il y avait un mini studio de radio au milieu du forum pour les écoles de commerce. Et je me suis arrêté à ce stand qui était à l'entrée et je ne suis même pas rentré dans les autres stands. C'est véridique, l'histoire. Et ensuite, pour apprendre votre métier, vous avez fait beaucoup de stages parce que finalement, ce sont les stages qui apprennent le métier, Guillaume Play. Exactement. C'est une émission qui est extrêmement bien préparée. Ça va à une vitesse et très très pointue. Bravo. Effectivement, je pense que dans tous ces métiers, moi j'ai remarqué que mon père et pas mal de ses amis étaient autodidactes, mais c'était encore une autre génération, c'était encore différent avant. Mais c'est encore un peu comme ça dans les métiers artistiques. J'ai du mal à croire qu'on puisse apprendre de la vraie radio avec du caractère dans une école où il y a un tronc commun. Moi je ne crois pas au tronc commun. Je crois aux expériences et aux galères qu'on vit, et c'est ça qui nous forge. Je pense qu'il faut faire des stages, vivre des nuits entières dans des studios de radio. J'ai vraiment mangé de la radio pendant des mois et des mois, la nuit, un peu partout, et c'est vraiment là que j'ai appris finalement. Moi, je me souviens de mes jeunes années, c'était à RTL où on passait par le standard, 4 francs de l'heure, mais on apprenait 4 francs de l'heure, c'était un métier, et à la fin, un réalisateur m'a dit, mais tu devrais même payer pour apprendre tout ça. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance de rentrer dans ces métiers-là en apprenant au bas de l'échelle. Oui, complètement. Il y a eu aussi Happy FM à Reims, je crois. Alors en fait, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer sur Skyrock en local. J'étais pas forcément rap, mais c'était une radio qui était très agréable pour y travailler, puisque Diffoul était là-bas, qui est fait le matin et le soir. Et ce gars, c'est vraiment une sommité de la radio. C'est un gars qui est vraiment passionné, plus que passionné. Et du coup, il m'a vraiment beaucoup appris pendant 2 ans. Il m'a laissé à la locale de Perpignan, donc j'ai eu de la chance, c'était à côté, donc je vivais chez mes parents. Et un jour, j'ai fait une maquette pour trouver une radio pour faire ma propre émission à moi du soir ou du matin. Et j'ai enregistré avec des copains à l'époque dans ce petit studio de Skyrock des maquettes. Je l'ai envoyé aux 200 radios locales françaises. J'ai eu 7 réponses. Quand même. Dont 6 non. Oui. Et non, j'ai eu 2-3 possibilités, mais c'était en plein milieu de l'année. Et j'ai eu la chance d'avoir Happy FM qui m'a accueilli à Reims, exactement. Ça a été ma première émission du matin qui a duré que 2 mois. Mais il n'y a eu qu'un problème, Guillaume Play, c'est qu'un jour vous êtes arrivé à un entretien d'embauche avec un costume et une cravate. Exactement, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire, et j'étais ridicule. Ah bon, pourquoi? Parce que moi que j'ai une cravate aussi. Oui, mais vous, ça vous va bien, moi pas moi. Moi, ça dénote, il y a un truc qui va pas quand j'arrive avec un costume. On sent que c'est pas fait pour moi, voilà. J'ai un corps qui n'est pas fait pour les costumes. Et voilà. On vous l'a fait remarquer. Et le monsieur a rigolé en arrivant. Il m'a dit, mais je cherche un animateur, pas un VRP. Et voilà, et du coup, j'ai immédiatement enlevé ma cravate. Voilà. Et vous avez continué ensuite. Je crois qu'un jour, vous avez décidé de partir en Belgique. Et exactement. Et en fait, au bout d'1 an et quelques sur Happy FM, j'ai eu une proposition sur Énergie France et une sur Énergie Belgique. Et j'ai préféré prendre le temps. Je pense qu'une carrière, c'est pas un feu de paille, il faut prendre le temps.
pour apprendre, parce que vraiment c'était dans le grand bain à l'époque. Énergie vraiment était très très puissante déjà. Je me suis dit je vais aller faire 1 an ou 2 sur Énergie Belgique histoire d'apprendre un petit peu le métier, puis je reviendrai après. La route est longue. Voilà, et justement, cette histoire est liée à une autre date dont on va parler dans quelques instants, le 15 août 2008. A tout de suite sur Sud Radio. Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Guillaume Pley, homme de radio et de télévision à travers YouTube aujourd'hui et le QG. Et alors, on évoque les dates de votre carrière. Le 15 août 2008, on parlait de la Belgique. Je crois que c'est la première émission de libre antenne en Belgique. Oh là, c'était le 15 août, c'est ça? Ouais. Oui, j'ai commencé ma première émission le soir exactement sur Énergie Belgique, qui s'appelait Guillaume Radio Libre à l'époque. Ouais. Exactement. Putain, c'est marrant. J'avais pris le nom de Diffoul, c'est Diffoul Radio Libre en France. J'étais en Belgique, je me suis dit bon bah il est pas là-bas, il n'y a pas Skyrock, je vais prendre ce nom-là. Et effectivement, on est parti sur une année assez incroyable, qui a été une année de folie, parce que j'ai fait absolument l'émission que j'aurais aimé écouter depuis des années. C'est-à-dire je me suis beaucoup amusé. J'allais à la rencontre de ceux qui nous écoutaient chaque semaine. On prenait une voiture et on allait faire une émission dans une ville tous les vendredis, devant une école, devant un lycée, devant un collège, etc. J'ai fait absolument tout ce que je pouvais imaginer en radio. J'ai tiré un feu d'artifice de la fenêtre, je parle un très gros feu d'artifice, une fusée qui part à 300 mètres, que tout Bruxelles a vu. J'ai dit, regardez dans le ciel, dans 3 minutes, vous allez voir une boule rouge partir. On a tiré une fusée de détresse. On s'est beaucoup amusé pendant 1 an. On a eu peur au début, parce que les chiffres n'étaient pas géniaux au bout de 6 mois, parce que les chiffres tombent tous les 6 mois en Belgique. Oui. Et en janvier, on n'a pas eu des scores incroyables, mais bon, voilà. Et par contre, en juillet, quand on a eu les 2e scores d'audience, on a battu les records de l'histoire d'Énergie. On est monté à 48% de part de marché, je crois. Le soir, on a complètement grappillé tout le monde. Mais parce que c'était l'émission qui était faite avec le cœur, et on se levait le matin, on bossait 15 heures la journée pour préparer l'émission, pour qu'elle soit la plus marrante le soir possible. Voilà. Alors, la libre antenne, c'est un phénomène depuis quelques années. Et on a oublié que le premier à faire de la libre antenne en France, c'est un garçon qui s'appelait Maurice. Qui venait de Martinique et qui est aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans pour faire ses émissions. Il a créé sa première émission sur Oui FM, et c'est la première fois que quelqu'un osait faire de la libre antenne. Alors, lui, il paraît complètement barré. Complètement. Moi, je ne l'ai pas trop écouté, parce que c'était pas ma génération, mais je sais qu'il avait une photo de femme nue devant lui. Il était dans le noir, et il regardait une photo de femme nue en parlant tout seul, pendant des heures. Vous avez été des pionniers de la radio, d'une certaine radio. Est-ce qu'on pourrait faire ça aujourd'hui, dans cette société un petit peu coincée Non, c'est pour ça que j'ai arrêté, moi. Oui. D'ailleurs. C'est pour ça que j'ai changé de métier. Enfin, que j'ai changé de métier. J'anime toujours, mais j'ai changé de canal, finalement. J'ai juste changé de canal, c'est la même chose. On a les mêmes budgets, les mêmes moyens aujourd'hui sur le digital, mais on peut faire de moins en moins de choses. On est dans une sorte de puritanisme incohérent, avec tout ce qu'on peut trouver beaucoup plus facilement qu'avant sur Internet. Finalement, on est dans un truc qui est un peu illogique, je trouve. Oui. Alors, en Belgique, vous étiez tranquille. Vous êtes arrivé à Schaerbeek. Schaerbeek, qui est le quartier de Bruxelles où est né Jacques Brel. D'ailleurs, c'est vrai, mais vous m'apprenez des choses aujourd'hui. Il y a même une paroisse, la paroisse Saint-Albert, où il y a une plaque en disant « Voici la vasque où Jacques Brel a été baptisé quand il était enfant. » Ah bon ? Ouais. Ah, d'accord. Parce que Schaerbeek est un des beaux quartiers de Bruxelles. Alors, effectivement, c'est moins un beau quartier maintenant. Hein. Oui, maintenant c'est un peu changé. Schaerbeek, c'est un peu plus ghetto. Mais j'avais pas de temps, en fait. J'avais que 12 heures. Je suis parti avec un camion de déménagement avec les meubles dedans, de Reims. J'étais à Happy FM, cette petite radio locale. Et j'ai roulé jusqu'à Bruxelles. J'avais pas d'appartement. C'est véridique, l'histoire, j'étais avec mes parents. Et j'ai eu une journée pour trouver un appartement. Donc forcément, on trouve pas la perle rare. En une journée, on tombe sur l'appartement dont personne ne veut. Voilà. Et vous l'avez pris. Et puis vous avez aimé la Belgique, parce que la Belgique, c'est un pays joyeux. On parle beaucoup des histoires belges que nous reprochent les Belges, d'ailleurs. En fait, ils font des histoires françaises aussi. Vous avez connu ce phénomène, Guillaume Pley ? Non, honnêtement, ça les fait pas rire trop. L'accent, quand on se moque des Belges, ça les fait pas trop rire. Donc du coup, j'ai compris ça au bout de 3 minutes. Oui. Dans le premier bar où je suis allé avec des copains, et du coup après j'ai arrêté de faire l'accent belge, etc. Mais c'est vrai que c'est un pays qui est fabuleux. On ne se rend pas compte quand on y va comme ça quelques heures en vacances, mais par contre quand on y habite, c'est un pays qui est très chaleureux. Et en plus, vous avez trouvé un public de jeunes, et c'est vrai que les jeunes n'écoutaient pas beaucoup la radio avant que vous arriviez, Guillaume Pley. Le soir, non, c'était pas un phénomène en Belgique. Il n'y avait pas de radio forcément qui était écoutée, puisque Diffoul n'y était pas, Skyrock n'était pas en Belgique, et il n'y avait pas beaucoup de programmes pour les jeunes finalement. Et à un moment donné, s'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de... Voilà. En plus, c'est des gens très professionnels. Moi, je me souviens d'une interview à la RTBF, un bâtiment très ancien. Toujours, il y a des gens comme ça. Voilà. Et je me suis retrouvé face à une femme qui avait tout lu
et sans la moindre note m'interroger pendant 1 heure. Ce sont des super professionnels. Ah oui, Oui. Ah ben, il y a beaucoup de talent en Belgique, mais on le voit, hein. Beaucoup d'artistes belges comme Stromae, enfin il y en a plein, Roméo Elvis, Angel, etc. C'est un vivier de gens qualitatifs. Justement, Stromae, il est lié avec vous, Guillaume Play, à travers une chanson. Alphonse est mon nom, mais tu reconnais le son de ma voix et toi aussi. Le rap d'Alphonse, Ouais, c'est rigolo. ça c'est vous. Ça fait longtemps que je l'avais pas entendu. Ouais, c'est vous qui avez fait ça avec un jeune stagiaire qui s'appelait Stromae, Guillaume Play. Exactement, en fait c'est marrant, c'était on avait un personnage qui s'appelait Alphonse où j'appelais des téléphones roses avec, et ça faisait partie des premiers jeux qu'on cartonnait vraiment à l'époque. On faisait des pointes sur ce jeu-là, c'était fou, et je voulais faire une musique, et on avait effectivement Paul, il s'appelle Paul Stromae, qui était à Énergie Belgique, et je savais qu'il avait un petit piano à l'époque. Et dans sa pièce là, bam, 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 bam. Il me faisait des trucs comme ça, et c'était alors on danse, mais avant quoi. Je m'en rappelle, c'est rigolo. Et un jour il m'a dit tiens, viens chez moi si tu veux, je vais t'aider à faire le morceau. Il m'a écouté 5 minutes. Je lui ai dit alors le jeu c'est ça. Il s'est enfermé, on était chez sa maman. Il s'est enfermé dans sa chambre avec moi, mais vraiment franchement 1 demi-heure. Et il m'a écrit un morceau, et c'est resté au top 50 pendant 5 semaines. Alors que c'était une blague, c'était vraiment la première. C'est ce que font aujourd'hui des youtubeurs ou quoi, de sortir des morceaux pour rigoler, quoi. Et c'était déjà les prémices de ça à l'époque. Oui, il a eu un immense succès. Son premier cachet était 300 € à 20 ans. Il était tellement content de ce cachet qu'il a invité toute son équipe à dîner. Donc il a perdu Stromae. Ah, il a perdu son premier cachet qui était en scène, et il a fait un travail, une carrière fabuleuse. Vous pensiez qu'il aurait autant de succès, Guillaume Play ? Moi honnêtement, je peux pas dire autant de succès, parce que je pense que personne ne s'attendait à un succès pareil pour quelqu'un d'européen francophone. On pensait pas que Madonna allait dire 3 mois après c'est le meilleur pour moi, c'est Stromae. J'ai quand même vu des interviews assez incroyables. Non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que quand il m'a fait écouter Alors on danse la première fois, je lui ai dit écoute, c'est un énorme hit, il faut absolument qu'on le joue à la radio. Je suis allé voir le programmateur tout de suite en lui disant écoute, je veux diffuser ce morceau à la place de Zazie, à la place de je sais plus ce qu'il y avait ce jour-là, Pascal Obispo, qui parle moins aux jeunes, qui sont de très bons artistes, mais les mecs ont 10, 20 ans, n'ont pas envie d'écouter Pascal Obispo, ils ont envie d'écouter Stromae, donc il m'a dit non, je veux pas le diffuser, c'est trop pessimiste. C'est rigolo, quoi. Il m'a dit non, mais là ça parle de dette, de créance. Non, je dis pas grave, je le mets quand même, et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai été licencié. Voilà. Quelques semaines après. Voilà. Mais Stromae, vous l'avez revu ensuite ? Bien sûr, oui. Je l'ai recroisé même devant Énergie France. Il est venu régulièrement. C'est rigolo, quoi. Non, c'est rigolo. C'était la première diffusion de radio de Stromae. En tout cas, vous avez parlé vrai. C'est ce que nous faisons ici. Nous parlons vrai. Et quelquefois ça passe, quelquefois ça passe pas. Mais il y a eu d'autres choses aussi importantes. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 25 septembre. 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, avec mon invité Guillaume Play, que vous apprenez à découvrir, comme moi, à travers des dates clés. 25 septembre 2014. Pour vous aider, voici un générique, Guillaume Play. Ça vous dit quelque chose, ce générique ? Rising Star. Exactement. C'est la première de Rising Star sur M6. Exactement. Première télé, d'ailleurs. Ouais. Ça a été un peu violent. Moi, je voulais juste faire de la radio au départ sur Énergie. Là. Du coup, j'ai eu la chance d'y être depuis en 2014. Ça faisait 3 ans que je faisais les soirées d'Énergie, les nuits. Je faisais minuit, 3h. Et après 23h, 2h, quand ça s'est vraiment bien passé par la suite, on a décalé petit à petit l'émission. Et j'ai rencontré un peu par hasard des gens de télévision qui m'ont présenté des gens, et j'ai fait un casting un jour pour une émission de télé sans savoir ce que c'était. Ils m'ont dit est-ce que t'aimes bien la musique ? Je dis bah oui, je suis sur Énergie le soir, moi j'aime bien ça. Est-ce que ça te dérange le direct ? Je dis bah non, j'en fais 4 heures par jour, moi c'est ce qui me fait rire. Et c'est ça l'intérêt, je trouve, de la radio, le direct. Bien sûr. Donc ils m'ont fait des tests avec différentes co-animatrices, et je voyais bien qu'il y avait de moins en moins de garçons, et qu'au final c'était toujours moi avec plein de filles différentes. Donc j'ai dit bon, c'est que ça se passe bien. Et un jour j'ai fait un test avec Faustine Bollard, et j'ai vu qu'ils avaient l'air assez satisfaits, les patrons d'M6, et on s'est retrouvés du jour au lendemain, j'ai envie de dire quasiment. C'est vraiment ça, c'était ma première émission de télé, c'était en direct à 21h.
c'était le plus gros budget de l'histoire d'M6 pour une émission. Oui, alors c'était un concept venu d'Israël. D'ailleurs, je comprends pas. Maintenant, on importe toujours des concepts, alors que dans les années 50, les émissions, elles étaient nées en France avec des concepteurs français. Mais ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus d'émissions qui sont créées en France. Ouais, hein. mais- C'est dommage. À part Fort Boyard et toutes ces émissions-là. Et Fort Boyard était la dernière vendue dans le monde entier, mais sinon il y avait 100 francs par seconde dans les années 50, qui est le seul jeu radiophonique vendu aux Américains. Sinon, on achète tout. Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas de boîte de développement d'émissions. C'est dommage. Il y avait une boîte avec Pierre Bellemare, Guy Lux, Oui, à Armand l'époque. Jalon, mais non, il Ah, c'est n'y a ça, plus c'est tous ça. ces gens-là. Non. Alors, et à l'époque, on jouait pour gagner une pelote de laine ou une bouteille d'apéritif. Hein. Oui, c'est ça. n'avait C'était rien à pas voir. pour le cadeau, exactement. Alors, l'émission démarre, elle démarre très bien, puis ça va moins bien se passer. Et au bout de quelques semaines, boum, la chute. Eh ben, c'est la télé, en fait. Mais en même temps, bon, après, moi, j'ai un avis très tranché sur la télévision d'aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que les jeunes et même les moins jeunes écoutent de moins en moins la télé depuis 2013-2014, Ouais. petit à petit. Et sont de plus en plus sur Netflix, sur le digital, sur Instagram. Nous, on fait à peu près 16 millions de vues par mois sur ma chaîne YouTube. J'ai 80 et quelques % qui sont consommés sur le téléphone. Ouais. Donc les jeunes sont de plus en plus sur le téléphone et de moins en moins à la télé. Et c'était une émission qui était vraiment portée sur les jeunes. Parce qu'on avait une application, les gens devaient voter. C'était même limite un petit peu trop en avance. Je crois qu'il faut jamais être trop en avance ni trop en retard. Il faut être au bon moment, au bon endroit. C'est ce qu'a dit d'ailleurs la direction de la chaîne en arrêtant l'émission. On était en avance. Ah ben, je pense que c'est un peu vrai. Alors, vous avez tourné à la Cité du cinéma de Luc Besson. Incroyable. Ça, c'était un lieu fabuleux. Oh là là, c'était incroyable. Déjà me retrouver à la télé, vous savez, c'était inespéré. Hein. J'étais à Perpignan quelques années avant encore avec mes parents. Je me retrouve là. J'étais tellement content et j'étais ébahi. J'étais comme un gamin. Je passais toujours je faisais un peu le détour sur le parking pour passer voir la voiture du 5e élément en me garant parce qu'il y a une voiture qui est exposée. Et c'est fou. C'est là où est tourné le Bureau des légendes. Enfin, plein de films sont tournés. Oui, et le premier film qui a été tourné à la Cité du cinéma, curieusement, c'est Les Schtroumpfs 2. Ah bon Juste avant votre émission. Ah, c'est Un an vrai. avant, ouais. Ah, je savais pas les Schtroumpfs. Alors, cette émission, bon, se passe moyennement, mais la télé, vous en aviez déjà fait, en fait, Guillaume Play. Je crois, à Perpignan, vous aviez présenté la météo. Ah oui, non, c'est à Montpellier. C'est à Montpellier. Non, mais alors, c'était une fois. Hein. C'est une opportunité qui m'a laissé faire France 3 Montpellier. J'avais une tête d'enfant. Oui. J'avais une tête d'enfant. Et c'était très rigolo. J'étais très stressé. C'était très mauvais. Voilà. Oui, bon, en même temps, On essaie d'oublier certaines choses. Oui, en tout cas, les traces existent. Et puis ensuite, bon, cet échec à la télévision vous a quand même amené vers autre chose. Une émission avec Jérôme Anthony qui est Tout peut arriver. Ouais, et ça, c'était ma meilleure expérience télé. J'ai vraiment. Qu'est-ce que c'était ? J'ai adoré. On piégeait les gens. Et moi, j'adore le contact avec les gens. Je me marre. Je prenais beaucoup de plaisir. Il y avait 600 personnes dans le public et on passait dans le public. On allait voir au hasard quelqu'un, enfin faussement au hasard. La personne ne le savait pas, elle, tout était vrai. Hein. Tout ce qu'on a vu à la télé, c'était vrai pour le coup. Et j'allais voir, et bonjour Monique. Et alors donc, elle était un peu surprise, je connaissais son prénom. Et je dis, Monique, vous avez un problème de voiture avec votre AX depuis quelques semaines. Et en fait, on était parti tourner, nous, dans son petit village, 2 semaines avant. On avait cassé un câble de sa voiture pour que sa voiture parte au garage. Enfin, c'est son mari qui faisait ça. Et sa voiture, on l'avait donnée à un champion de Formule 1. Et il avait fait une course au milieu des Formule 1 avec une AX. Et on avait filmé ça. Et en fait, c'était toujours des surprises. J'étais, par exemple, serveur au mariage d'une personne dans le public. J'ai dit, vous êtes mariés, Valentin et machin. Bravo à vous. Et Mélanie, bravo à vous deux. Mais vous m'avez pas vu au mariage, c'est moi qui vous ai servi le champagne à la fin. Et en fait, je suis sur les photos de mariage, je suis caché derrière. Et on me voit sur les vraies photos de mariage. Et quel travail ça représente, Guillaume Play ? C'était 6 mois de travail Voilà. pour une émission. Et c'était vraiment dommage c'est ça un peu la cruauté de la télé. C'est-à-dire qu'on fait une émission qui est super quali, qui est super drôle. Il suffit que ce jour-là, il fasse beau. Il suffit que ce jour-là, la chaîne ne promotionne pas assez. Ou il suffit que ce jour-là, il y a un énorme carton en face, un match de foot. Et ben on fait pas de score. Voilà. Et c'est dommage. Voilà. Et cette émission était culte. D'ailleurs, vous adorez les canulars. Ça vous a quelquefois coûté votre place à plusieurs reprises. Oui. Notamment l'histoire du baiser où vous aviez embrassé. Ça, encore une fois, vous êtes arrivé à un moment où le côté prude présidait. Et je crois que vous embrassiez les filles en 10 secondes et que ça n'a pas beaucoup plu. Alors en fait, moi, j'ai par contre, rien à voir, mais j'ai jamais eu peur de perdre ma place. Oui. Je me suis dit, si je fais ce métier, c'est pas pour être tiède. Si je suis tiède, je n'y trouverai aucun intérêt et on m'oubliera aussi vite que je serai arrivé, etc. Je ne vois pas trop l'intérêt, je vais rien apporter à l'édifice. Et si je viens dans ce métier, c'est pour vivre le truc à fond. Et si ça s'arrête, bah ça s'arrêtera. Et je ferai autre chose. Et je serai toujours heureux parce que je ferai quelque chose qui me plaît. Voilà. Perdre Mais- sa place n'empêche pas de gagner et être connu.
Non, mais bien sûr, mais de toute façon, la télé, la radio, je n'ai jamais vraiment voulu en faire. C'est un peu un accident par hasard, quoi. C'est vraiment du hasard là-dedans. Et j'essaye d'en profiter au maximum, mais non, cette histoire du baiser, en fait, c'était une fausse caméra cachée. En fait, toute l'histoire est fausse. Ce ne sont pas des vraies filles. Les filles, je les connais. Ce sont des amis de mes amis ou la cousine d'un de mes potes, etc. Et tout est organisé, tout est faux. Bien sûr. Et en fait, c'est tellement mal fait, cette caméra cachée, que je ne pensais même pas, d'ailleurs, la mettre en ligne. Il faut savoir qu'elle n'était pas faite pour être diffusée. J'ai copié une caméra cachée américaine parce que je faisais un pilote pour Énergie 12. Énergie 12 m'avait dit, fais-nous une émission, on voudrait. Je dis, j'ai combien de budget? Ils m'ont dit 150 €. Ça s'invente pas. Je dis, mais 150 €, vous voulez que je fasse quoi? Que j'achète une feuille verte et que je fasse un... C'est pas possible. Donc j'avais une caméra et j'étais à Montpellier pour une émission avec Rémi Gaillard avec Énergie. Et il y avait un centre commercial. J'étais avec des potes. J'ai demandé aux filles de s'y mettre et j'ai recopié la caméra cachée, histoire d'avoir dans la maquette de l'émission de télé une caméra cachée au milieu qui dure 2 minutes et qui ne me coûte rien. Et en fait, il se trouve qu'elle s'est retrouvée sur le net, cette caméra cachée, au premier degré. Et les gens ont dit, oh là là, mais il a agressé les filles. Mais les filles rigolent quand elles me mettent des claques parce qu'elles font semblant. On recopie. Il y en a une qui rigole au milieu. Et personne ne l'a vue. Et je me suis retrouvé en 48 heures avec 6 millions de vues sur YouTube. Et sur tous les plateaux de télé, je voyais sur le grand journal de l'époque, j'avais ma photo en grand, sur Ruquier, chez Ruquier, sur France 2, machin. J'ai été convoqué par la ministre, quand même. J'ai des gens de l'État qui sont venus me chercher en bas d'Énergie en me disant, tu montes dans la voiture, on y va, on va chez la ministre, etc. Alors que c'était une caméra cachée faite avec un caméscope à 92 € et des amis. C'était complètement fou. Et j'ai pas dit que c'était faux, parce que je me suis dit, après, les gens vont être déçus de voir que c'était pipoté. Ils vont croire que je les ai eus, alors qu'en fait, c'était pas une caméra qui était faite pour être diffusée. Voilà. Maintenant, C'était une sorte de tourbillon. et j'avais rien à y faire, en fait, là-dedans. Au moins, la vérité est rétablie maintenant. Oui. Le temps est passé. Et il ne faut pas faire ça, évidemment. Bah non, bien sûr. C'est truc. Mais en plus, c'est d'une évidence. C'est vraiment le truc qui a été diffusé le jour où j'ai fait cette maquette. Alors, j'ai pris la première caméra cachée qui marchait. J'ai dit, viens, on l'a fait, ça coûte rien, on s'y met, quoi. Et il faut savoir que la caméra cachée, au départ, en France, ce sont Pierre Bellemare et Jacques Rouland qui ont repéré une émission américaine qui s'appelait Candide Caméra, et avec des gros moyens, parce qu'à l'époque, c'était en 64, on avait une camionnette avec une caméra cachée dedans, qui ont commencé à appliquer ce principe en France. Eh ben, je sais, j'ai reçu Pierre Bellemare à la radio, il était passionnant. Ouais, et c'était lui. Je l'ai invité sur Énergie, Oui. parce que je pense que c'est très important entre les générations de parler. On est bien d'accord. Et c'est pour ça que j'ai invité plein de gens plus âgés comme ça. Et puis alors, il y a eu aussi des émissions où vous avez fait des concerts, des soirées top 50, je crois. Oui, M6 aussi. Tous ces concerts, on était 15 animateurs. C'était l'usine, quoi. On s'enchaînait et ça a été rediffusé, je sais pas combien de dizaines de fois. Je les vois encore parfois. J'allume W9. Ils ont été enregistrés en 2014 et ils sont encore dessus, quoi. Et les concerts, pour vous, c'est lié à une chanson, Guillaume Pley. Come Out and Play Offspring. Offspring, c'est ça. Ouais. Non, alors ça, c'est un groupe de rock. C'est le seul concert que j'avais vu de ma vie. Voilà. C'était à la patinoire de Bordeaux, exactement. Alors, ça vous a marqué? Ouais, j'avais le poster dans ma chambre et j'étais gamin et c'était ma sœur travaillait à l'époque à la patinoire de Bordeaux, au bowling de la patinoire de Bordeaux, et donc elle m'avait eu des tickets. On n'avait pas trop d'argent et ça coûtait un petit peu cher. Et c'était le rêve pour moi de voir des Américains comme ça. Un groupe qui a vendu 40 millions d'albums d'ailleurs, avec 9 albums studio, c'est absolument hallucinant, il existe toujours. Il existe toujours, Bien tout sûr. à fait. Et c'est un peu un groupe comme Metallica, c'est-à-dire que c'est des groupes qui étaient très très connus à l'époque et qui ont été les groupes les plus puissants du monde et qui sont un peu moins connus aujourd'hui. Puis il y a un jour où Guillaume Pley, vous êtes pris pour un boy band face à Charlie et Lulu, dans une émission de télévision à laquelle vous avez assisté. Ah ouais, alors ça, c'est quand j'étais gamin, j'essayais Ouais. de passer à la télé. Enfin, c'était avec des copains, on était dans notre village et ils faisaient des tournées d'été. C'était génial, ces émissions-là. C'était diffusé sur M6 et je me suis mis au premier rang. On s'est tous mis avec des chemises blanches et on a essayé, on se portait sur les épaules à 3. On faisait comme une pyramide humaine pour essayer d'être devant la caméra et d'être un peu plus vu. C'était stupide. Oui, en même temps, vous n'imaginiez pas un jour faire la télévision. Bah non, mais c'était des trucs de copains, de village où on s'ennuyait un peu, quoi. Oui, alors vous n'êtes pas ennuyé en revanche quand vous êtes entré chez Cyril Hanouna, car vous avez fait une saison de Touche pas à mon poste. Pas à l'époque où c'est aussi fort qu'aujourd'hui, je crois. Si, c'était justement, il y avait des pointes sur les chroniques et sur ces émissions, 1,9 million à l'époque, Ouais. déjà. Ouais, si, c'était vraiment puissant. Comment vous êtes arrivé là-dedans? En fait, quand ça s'est arrêté avec M6, j'étais encore d'ailleurs à M6, il m'a appelé en me disant, est-ce que tu voudrais pas faire une émission à toi
Je dis si, mais alors sur une petite chaîne, j'aimerais bien être un peu en dessous des radars, comme quand j'ai commencé à la radio, de progresser et d'apprendre le métier. Il m'a dit, viens sur C-Star, viens faire ton talk show et viens faire une chronique. Je crois que Bertrand Chameroy était parti quelques mois avant. Il m'a dit, il y a une place, si tu veux, viens, on la fait ensemble, on va se marrer, etc. Et voilà quand je me suis retrouvé là-bas. Et ça a été une année de folie, je crois, parce qu'il y a eu plusieurs chroniques qui se sont développées au fil des mois. Carrément, en fait, le truc, c'est qu'il fallait pas empiéter sur Camille Combal, Oui. parce que lui, il voulait les émissions anglaises, par exemple. Donc moi, j'ai pris les images françaises pour pas qu'on se marche dessus, ce que je peux comprendre. Il était là avant moi, bon voilà. Et quand j'ai pris les images françaises et que ça commençait à être bien, il a dit non, je voudrais aussi faire les françaises, je voudrais pas que Guillaume les fasse, parce qu'en fait, il avait pas envie qu'il y ait un deuxième, je pense, chroniqueur, parce que c'est très très dur de faire une chronique en quotidienne, parce qu'il faut la préparer très très tôt le matin et on finit très très tard le soir. Et je crois qu'il avait du mal avec 2 chroniqueurs. Et donc, quand il m'a vu arriver, je pense qu'il préférait être seul. Ouais. L'émission était plus tranquille. Mais ça vous gêne pas? C'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus un carriériste, vous faites votre métier pour le plaisir. Non, mais en fait, moi, les paniers de crabes, c'est pas mon truc. C'est-à-dire que je voulais pas tomber dans un truc où il fallait jouer des coudes. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a 24 heures, il y a des canaux de partout, de télé, de radio. Je voulais être bien au bon endroit, au bon moment. Mais je me suis éclaté à TPMP, c'était très marrant. Et c'est une émission qui est folle, parce que c'est une émission en quotidienne, c'est dingue. Et c'est des vrais passionnés. Pour le coup, Cyril est un vrai passionné qui travaille beaucoup, beaucoup. À propos de crabes, je crois que votre plus mauvais souvenir de télévision, Guillaume Pley, c'est Fort Boyard. Vous êtes trouvé dans un sauna avec des crabes autour. Ouais, ça fait 3 ans que je l'ai fait cette année aussi, mais alors on n'a pas le droit de le raconter. Non. Mais je peux dire avec qui j'étais, parce que j'ai fait avec Valérie Damido. On était 5 garçons, on l'appelait d'ailleurs maman, Valérie Damido, et il nous est arrivé des histoires et des anecdotes incroyables. Mais sinon, à propos du crabe, c'est Fort Boyard, vous savez, ça paraît pas. À la télé, on se dit ça a l'air dur, mais c'est mignon. Mais non, c'est beaucoup plus dur que ce que l'on voit. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus difficile que ça, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que on fait pas semblant d'avoir peur, on fait pas semblant d'avoir mal, on fait pas semblant d'avoir froid, et on fait pas semblant d'être fatigué. C'est des tournages qui sont très intenses. Et vous y allez quand même. Et on y va quand même, parce qu'on fait ça. Moi, j'ai fait pour l'association C'est que du bonheur, l'association d'Omar Sy et de Valérie Damido. Et on y va pour une association, on défend une cause. On sait que tous les enfants de la sauce nous regardent. Il y a un vrai enjeu et un vrai but. Et c'est surtout une émission complètement mythique, de la musique au générique, en passant par tout, c'est incroyable à vivre. Oui, et en même temps, cette émission, c'était un monsieur qui s'appelait Pascal Bensoussan, qui en 88 trouve ce fort et propose l'émission. Personne n'en voulait à l'époque. Ça a été très dur à imposer. Ils ont mis 2 ans. Et ces séquences ont évolué. Alors, cette séquence, on vous voit effectivement dans un sauna, tenter de répondre aux questions du père Fouras avec des petits serpents, des petits crabes, des poissons qui sont dans le sauna en même temps que vous. En fait, c'est le truc qui est cool et qui est pas cool en même temps dans Fort Boyard, c'est qu'ils sont très malins et qu'ils écoutent exactement nos phobies et qu'ils nous écoutent pendant les dîners. Il y a des dîners la veille où on boit 2-3 petits coups et il y a quelqu'un au bout de la table qui a un petit calepin. Moi, je l'ai cramé. Voilà, je lui ai dit, écoute Steven, je t'ai vu. C'était un assistant de France 2. On parlait entre nous et à un moment donné, je voyais bien que le gars au bout de la table était en train de prendre des notes. Je sais pas de quoi. Et je voyais bien que mes collègues, j'étais avec Kinvey, notamment le chanteur, et je voyais bien qu'il disait j'ai peur du vide, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, et au bout il écrivait. Et je lui dis écoute Steven, j'ai compris ton petit manège, alors moi je ne te dirai pas mes phobies, et je les ai pas dites et j'ai peur du vide, et heureusement qu'ils m'ont pas mis quelque chose dans le vide. En tout cas, ce qui n'est pas vide, c'est l'émission dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 11 avril 2019. A tout de suite sur Sud. Entrez dans le débat sur Sud Radio. 0826 300 300. Seulement 5 centimes par appel. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Guillaume Pley. Donc, 11 avril 2019, on va sur YouTube, ou d'ailleurs Sud Radio est sur YouTube, je le précise et je le rappelle. Et il y a une nouvelle émission qui s'appelle le QG. Alors, sur YouTube, il suffit de voir le nombre de youtubeurs qui existent. Vous avez créé une nouvelle forme d'émission, le QG, qui est hebdomadaire, et vous êtes vidéaste, et c'est un ton nouveau. On a quelque chose en commun, c'est qu'on aime bien parler aux gens, de manière face à face, intimiste, etc. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu faire sur YouTube. Il y avait déjà des gars sur YouTube qui faisaient des vidéos de qualité, des musiques, des sketchs, etc. Donc ça servait à rien d'aller sur le marché saturé.
Mais je crois beaucoup au digital. Et les jeunes aujourd'hui, et les moins jeunes d'ailleurs, hein, beaucoup de gens jusqu'à 54 ans, je crois, il y a 80% qui vont au moins une fois par jour. Enfin, c'est incroyable les chiffres. Je me suis dit, bon, il faut aller sur YouTube. Je vais essayer de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire une émission. On reçoit quelqu'un, mais j'aimerais la faire plus intimiste qu'avant, plus 2019, où on parle, un endroit où on peut avoir une vraie discussion, se raconter les vraies choses. Moi, c'est ce que je demande aux invités quand je les reçois. Je leur dis, écoute, parle-moi de manière très franche. N'hésite pas, si tu veux faire une blague, si tu veux raconter une anecdote, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas de faire du buzz. Si jamais tu veux qu'on le coupe, on le coupera. Donc tout ce qui est dans l'émission, les invités l'ont revalidé avant la diffusion. Mais par contre, donne-moi à manger, viens, on se marre pour de vrai, comme si on était entre copains, autour d'une merguez, un barbecue, quoi. Voilà. Donc c'est effectivement l'anti-émission, l'anti-buzz d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui on lance n'importe quoi, qui est d'ailleurs très vite rattrapé par d'autres, et le fond n'existe plus beaucoup. Non, et moi j'aime bien apprendre des choses aussi. Et c'est ces deux choses-là que j'ai voulu faire. J'ai voulu apprendre des choses sur les invités. Parfois on n'aime pas la musique d'un certain gars ou un invité, on le critique un peu vite parce que sur Twitter on voit plein de choses méchantes écrites sur lui. Mais finalement quand on rentre en discussion avec cette personne-là, on se rend compte qu'il a des traumatismes, qu'il a vécu une enfance difficile, qu'il a des choses à raconter. Et moi ce qui me fait le plus plaisir, c'est après les émissions, quand il y a des mecs en commentaire sur la vidéo YouTube qui disent « je l'ai découvert ». Je n'aime pas forcément ce qu'il fait, mais je le trouve très intéressant. C'était une super émission, machin. Je suis content de ça. Alors, jusqu'à voici quelques années, quand on voulait voir une émission de télévision de votre genre, on prenait le journal, on voyait l'heure de diffusion à la télé. Maintenant, ça a complètement changé. C'est-à-dire que l'émission est en ligne le vendredi soir. On le met en ligne le vendredi soir, l'émission complète sur la chaîne de Jimmy Labeu, mon co-animateur. Et ensuite, je mets des petites capsules, comme je faisais à l'époque sur Énergie, de 5 à 10 minutes, consommables très rapidement, avec le moment où Ryan Bensetti, j'en sais rien, j'ai vu la semaine dernière, joue du saxophone. On lui a amené un saxo. Lorsque un membre du GIGN, on a la semaine prochaine, c'est très très intéressant. C'est la meilleure émission que j'ai faite de ma vie, qui est diffusée la semaine prochaine. C'est un membre du GIGN qui était au trio de tête lors de l'assaut des Kouachi à l'imprimerie et qui nous raconte absolument tout ce qu'il a vécu. Y compris ses vraies anecdotes, les noms des personnes qu'il a tuées lors des interventions. Il nous a vraiment tout raconté, on a vu son visage. Et parce qu'il a démissionné là il y a quelques semaines. Et il est absolument passionnant. Alors, il faut savoir aussi, Sud Radio a sa chaîne YouTube où effectivement on passe des extraits ou les clés d'une vie et d'autres émissions complètes. C'est un phénomène nouveau pour vous. Vous ne seriez pas allé à la télévision faire ça, Guillaume Play. Alors moi, c'est ce que je voulais faire depuis des années sur les chaînes Je suis allé voir les patrons des chaînes de télé pour leur proposer l'équivalent du QG, c'est-à-dire une interview intimiste, etc. Mais aujourd'hui, il y a non seulement plus de budget sur les secondes parties de soirée, c'est très compliqué. Vous avez remarqué ? Oui. Et il y a un autre problème, c'est que si jamais ça ne marche pas dès la première ou la deuxième, c'est déprogrammé. Alors qu'une émission, toutes les émissions qui ont marché à l'époque, c'est des émissions qui sont installées aussi dans le temps. Bien sûr. Et regardez, Fort Boyard, ça a mis 2 ans à fonctionner. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que ça fonctionne. Donc en fait, je pense qu'il faut laisser le temps et parce que si la météo n'est pas bonne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plein de facteurs qui peuvent faire que les chiffres ne seront pas bons le lendemain. Alors, vous êtes avec un garçon qui s'appelle Jimmy Labeu. Et alors, curieusement, ce garçon, vous l'avez connu quand il avait 12 ans. 11 ans même. 11 ans. Ouais. Jimmy Labeu. Et c'est son vrai nom de famille. On pourrait croire que c'est un pseudo un peu vulgaire, un peu de drogue, mais pas du tout. C'est flamand, en fait. Labeu avec 2 E. Et ce garçon-là m'appelait à l'époque, quand j'étais sur Énergie Belgique, pour passer à la radio. Et je me rappelle parce que ce garçon était tellement motivé pour passer qu'un jour il m'a pourri ma boîte mail et il m'a envoyé 300 emails en me disant Guillaume je veux passer, Guillaume je veux passer. C'est ce qu'on appelle floudé. Il m'a envoyé 300 mails identiques en 5 minutes. Et un jour je l'ai appelé en direct. Je lui ai dit écoute tu commences à m'emmerder. Je sais pas comment tu t'appelles mais arrête de m'écrire des mails. Et c'était Jimmy Labeu qui aujourd'hui est mon co-animateur. C'est rigolo. Et c'est comme ça que Philippe David, qui anime Les Vraies Voix avec Christophe Bordet et qui anime Seul contre tous, est arrivé ici. Il était auditeur de Sud Radio et il appelait tellement intelligemment que finalement, on a fini par l'engager. Ah, c'est vrai ? C'est exactement ça. Ah, c'est drôle. C'est un phénomène qui est de plus en plus courant. C'est beaucoup plus fort que le piston. Alors, vous faites aussi de la bienveillance, mais de la bienveillance intelligente. C'est-à-dire que c'est pas du tout ce qu'on peut imaginer, la bienveillance, Guillaume Play. Dans quel sens ? Dans votre émission, vous posez des questions, il n'y a pas de piège. Ah non, il n'y a pas de piège. Non, j'ai horreur des pièges. Et je pense que la bienveillance, c'est ce qu'il manque aujourd'hui dans la rue. C'est ce qui manque aujourd'hui en général. Et j'essaye d'en donner un maximum, que ça soit à l'antenne ou hors antenne d'ailleurs. Et il y a aussi donc l'humour. L'humour est important, mais un humour gai, pas un humour vachard. Ah non. Alors moi, j'ai horreur de l'humour où on se moque. Pour moi, c'est vraiment... Quand je dis la bienveillance, j'ai eu par exemple Kinvey, là, le chanteur.
il y a, je sais pas, un mois, là, qui nous a raconté, il l'avait jamais raconté, sa tentative de suicide. Voilà, il nous en a parlé à l'antenne parce que il était bien. Le monsieur du GIGN s'est mis à pleurer même pendant l'émission parce qu'il sentait des bonnes ondes, etc. Et qu'il était bien et qu'il sentait que j'étais pas en train de le chercher. Et il a raconté de lui-même des choses, du coup. Je pense que ça sert à rien d'aller chercher toujours le buzz. Et finalement, les gens sont contents. Et il y a un public content, un public de jeunes. Alors, curieusement, quand on fait une émission sur YouTube, dans un vrai studio, d'abord, il faut trouver ce studio. Et ensuite, il faut trouver le public. Exactement. Comment on fait ? Alors là, je suis allé sur une boîte qui s'appelle Webedia, une boîte de digital qui est incroyable. C'est là où il y a, donc, dans cette société-là, tous les youtubeurs aujourd'hui, tous les gens qui font le digital, Norman, Squeezie, Cyprien, McFly, Carito, tous les gars qui sont sur YouTube aujourd'hui, sont dans cette société-là. Et c'est vraiment la boîte digitale, c'est le Canal+ des années 80. J'ai envie de dire, c'est le Google des années 90. Il y a des billards dans les couloirs, ça vit, c'est jeune et ça crée. Et ça crée et ça marche, puisqu'il n'y a qu'à voir les jeunes aujourd'hui qui ont un téléphone portable avec YouTube en permanence, qui passent leur temps à regarder des vidéos de toutes sortes, et qui connaissent tout par le bouche à oreille. Oui, c'est rigolo. C'est les nouveaux médias. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on arrive là. Enfin, je sais pas si c'est vraiment que mon appréciation de mon idée, mais j'ai l'impression qu'on arrive à une sorte de Big Bang entre les anciens médias et les nouveaux, et qui aujourd'hui va se passer. Il y a forcément quelque chose qui va se passer. Il y a tellement de millions de gens qui vont tous les jours, tous les jeunes quand ils sortent des cours aujourd'hui vont sur YouTube, vont sur Instagram. Ils connaissent tous les noms. Ils connaissent tout. Il y a des médias qui sont digital natifs, comme par exemple Combini, qui fait des interviews très intéressantes. Il y a Hugo Clément, mais il y a plein de gars qui bossent aussi dessus, où ils ont d'immenses stars. Et ça se consomme par millions sur Instagram. Et finalement, on a des scores de télé. On apprend même la musculation, je crois, sur YouTube. On peut tout apprendre. Tout, c'est on peut hallucinant. tout apprendre. Même un peu trop de choses, d'ailleurs. Alors, ça s'appelle le QG, votre émission, Guillaume Play, parce que le QG, c'est une expression que les jeunes connaissent bien. Et c'est lié aussi, je crois, à votre grenier de vos 14 ans. Exactement, oui, on disait le QG. Je me retrouvais dans le grenier d'un de mes copains. On disait au QG, voilà, c'est une phrase qu'on disait à l'époque. Et c'était surtout les questions de Guillaume, QG, au départ. Oui. Ça pouvait être les questions gênantes, ça pouvait être plein de choses. Et je voulais quelque chose de très court et de très lisible. Surtout quelque chose qui n'existe pas pour une autre émission. Mais ce que vous faites n'existe pas, finalement, sur YouTube, Guillaume Play. Non, on a eu de la chance d'être suivis par Thierry Boyer et Anne Duval, qui sont les deux patrons de Webedia, enfin de Mixicom, qui est une boîte à l'intérieur de Webedia, et qui nous ont suivis vraiment sur cette aventure. Il y a une équipe technique qui est aussi impressionnante qu'en télé. Et aujourd'hui, sur le digital, on a des émissions aussi qualitatives que des émissions de télé, même plus. C'est-à-dire qu'on a le temps de développer. Là, par exemple, on repart sur l'année prochaine, 43 épisodes, 43 invités, qui vont être d'ailleurs de très gros invités. On commence avec Kev Adams pour la rentrée. On aura, j'espère, d'autres gros invités qui vont s'enchaîner. On sait à la semaine à chaque fois. Mais on a vraiment je voudrais un truc un peu Netflix, une lumière un peu Netflix, comme un plateau de cinéma. Voilà. Oui, avec ces studios et avec votre complice. D'ailleurs, la complémentarité est totale avec Jimmy Labeu. Avec Jimmy, oui, complètement. C'est ça qui est marrant, c'est de co-animer avec quelqu'un qui est différent de soi. C'est-à-dire qu'on apporte des choses différentes. Moi, je suis dans une énergie, lui dans une autre, et comme ça, du coup, notre invité peut se retrouver un petit peu au milieu des deux, quoi. Et vous avez été aussi un pionnier de YouTube, et on n'en parlait pas beaucoup à l'époque. Vous avez fait une chaîne de jeux vidéo, voici quelques années, je crois. Oui, alors ça, c'était un autre concept que j'ai toujours, d'ailleurs, que j'ai gardé, mais j'ai juste fait une petite pause cette année. On a fait 50 millions de vues l'année dernière sur cette petite chaîne encore. Le principe, c'était de jouer avec un professionnel dans un jeu vidéo sur son domaine. Par exemple, de jouer contre Sébastien Loeb sur un jeu de rallye, contre Gaël Monfils, un jeu de tennis, etc. Pour voir si je pouvais battre une personne dans son milieu sur son jeu vidéo. Et YouTube, on oublie que ça a été créé vraiment en 2005 par hasard, par 3 employés de PayPal qui s'appelaient Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. Et le premier film sur YouTube, je ne sais pas si vous le savez... Un panda ? Non, oui, exactement, c'est le zoo de San Diego où Jawed Karim raconte sa visite et montre le panda. Exactement. Elle y est encore, cette vidéo, je crois, non ? Ouais, je ne sais plus s'il l'a enlevé ou pas. Ah non, elle y est toujours. Au départ, ils ont fait ça dans un coin d'une pièce. Et résultat, 2 milliards de personnes qui regardent aujourd'hui. Et Google qui a tout racheté et qui fait fortune grâce à ça. Ah bah oui, c'est monstrueux, complètement. Vous pensiez que ce phénomène se développerait autant ? YouTube ? Oui. Moi, j'ai toujours un peu cru au digital. Il y a 8 ans, j'ai senti un peu que les radios allaient s'essouffler. Je me suis dit, mais aujourd'hui, on a des jeux vidéo sur le téléphone portable, on a tout, etc. Et j'ai demandé au patron d'énergie de mettre des caméras dans le studio. Pour moi, c'était nécessaire. Et il n'y en avait pas en 2011 quand je suis arrivé. Et au début, Énergie n'était pas trop chaude. Du coup, j'ai pris des GoPro, j'ai pris un appareil photo et je me suis filmé moi-même.
Et j'ai commencé à le mettre sur YouTube. Koé a fait pareil après à 20h. Et on a commencé à faire tellement de vues, c'était en millions. Et finalement, on en est arrivé à avoir plus de gens qui nous regardent après en replay sur YouTube que d'auditeurs en direct à la radio. Donc, résultat, Énergie s'est dit, bon, on va mettre des caméras partout. On a implanté des caméras dans tous les studios et aujourd'hui, c'est devenu un peu monnaie courante. Ouais. Voilà, regardez ici à Sud Radio, ça. on a des caméras C'est et ça. vous êtes sur YouTube aussi. Là, il y a une chose qu'on sait peu, c'est que vous avez aussi fait du doublage. Vous avez été la voix d'un mammouth dans l'âge de glace. Oui, carrément. Ouais. Ça, c'est dingue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est rigolo. J'ai eu la chance de faire ça avec Vincent Cassel et Gérard Lanvin et Elise Moon et d'être le 4e personnage de l'âge de glace. Ouais, c'est super marrant. Le mammouth Julien. Le mammouth Julien, exactement. C'est Julien, le petit mammouth qui se marie dans l'âge de glace 5. Complètement. Et c'est extraordinaire comme aventure. Comment vous êtes arrivé là-dedans? C'est eux qui m'ont appelé. Et je crois que c'est une boîte américaine. Je sais même plus le nom d'ailleurs. C'est hyper connu l'âge de glace. Et j'ai eu j'ai fait un casting quoi. Puis voilà, j'ai eu la chance d'être pris. Et de pouvoir faire ça, c'est pas si facile que ça le doublage. Non seulement c'est parce qu'il faut regarder à chaque fois. C'est très pointu. C'est très pointu et je pensais qu'il suffisait de faire machin, enfin de rigoler. Et en fait non, il faut être vraiment juste. Et c'est un sacré boulot. Et les mecs sont vraiment très forts. Oui, et c'est pas facile non plus de dessiner un mammouth dans l'âge de glace. C'est le personnage le plus compliqué à dessiner parce qu'il y a très peu de représentations existantes de sa fourrure et de l'animal. Et le seul modèle qui existe de mammouth, c'est au musée d'histoire naturelle de New York. C'est là que le modèle de ce mammouth a été pris. Ah bon? Oui. Ah, génial. J'en apprends des choses. Alors moi j'ai appris aussi plein de choses sur vous, mais alors l'avenir maintenant, est-ce que c'est YouTube, est-ce que c'est autre chose, Guillaume Pley, tel que vous êtes parti pour vivre votre passion? Oh là là. Alors, c'est dur de se projeter dans ce milieu à plus de 3 ans. En tout cas, j'aimerais bien faire évoluer le QG sur YouTube, être encore vraiment plus gros l'année prochaine, et sur Instagram, et le cinéma, j'aimerais bien. C'est-à-dire? J'aimerais bien faire mon film après. J'aimerais bien enchaîner, j'aimerais bien... ça fait des années, moi, j'ai eu la chance de faire une école de cinéma avant de faire de la radio, il y a 15 ans, et c'est ma passion secrète. Mais il faut attendre le bon moment, c'est comme tout. Et puis votre public, ce sont les jeunes, mais ce sont aussi les plus anciens. J'ai été l'émission la plus âgée d'Énergie. Oui. On était 13-54 ans, leader, donc non, pas forcément. Et le QG, finalement, je suis sûr que quelqu'un vous copiera un jour ou l'autre, ce qui est un signe de succès. Oui, après, j'ai rien inventé. Hein, j'ai juste fait une émission de face à face, intimiste et avec un joli éclairage, en prenant un gars qui est très bon dans la lumière, c'est tout. Ouais. En tout cas, vous travaillez bien. Moi, j'ai regardé ces émissions. Effectivement, on apprend beaucoup de choses. Merci aussi, Guillaume Pley, de vous être confié dans les clés d'une vie aujourd'hui. Avec plaisir, merci à vous. Et je rappelle que sur YouTube, à partir du vendredi soir, sur le YouTube de Jimmy Labeu et sur le Voûte avec des extraits, on retrouve le QG. Oui, et merci de m'avoir permis de refaire de la radio. C'était un bonheur. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaye. Et nous, on se retrouve bien sûr demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée. Merci, à demain.